Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, aujourd'hui, pour notre face-à-face, pour faire un pré-bilan de la rentrée qui a été entamée avec une pénurie d'enseignants, nous recevons René Chiche, professeur agrégé de philosophie et vice-président porte-parole du syndicat Action et Démocratie CFE-CGC. Avec lui, nous aurons également Maxime Repère, secrétaire national aux conditions de travail pour le SNALC et syndicat national des écoles, collèges et lycées. Bonjour à vous deux. Eh bien, écoutez, bonjour et merci. Merci René Chiche, toujours le plaisir de vous recevoir. Et merci Maxime Repère, secrétaire général de conditions de travail, comme disait Alain, pour le SNAL, qui est le syndicat national des écoles, collèges et lycées. Alors, je voudrais commencer par une question à vous deux, je ne sais pas qui commence, mais ce qui nous a frappé, enfin un certain nombre d'entre nous, et je crois qu'on n'est pas minorité, c'est ce vibrant appel qu'on a entendu depuis quelques semaines. Écoutez, vous n'avez aucune formation, vous ne connaissez pas grand-chose, mais nous avons besoin de vacataires. En 4 jours, on va vous former en 4 jours. C'est formidable, quoi. Je veux dire, c'est mieux que les soignants. Les soignants, il n'y avait plus personne, on les formait. Les pompiers, n'en parlons pas, les pompiers vacataires. Et là, eh bien, les enseignants, en tout cas un certain nombre d'enseignants, on va les former en 4 jours et vous allez voir. Alors, Maxime Repère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Bien, écoutez, c'est du bricolage, ni plus ni moins. L'objectif, c'était de mettre, quoi qu'il arrive, des adultes face aux élèves à la rentrée, en méprisant totalement l'accompagnement des collègues contractuels qui étaient recrutés. Je suis désolé, 4 jours pour être enseignant, c'est du grand n'importe quoi. Et je faisais la comparaison avec une collègue ce matin, quand j'ai lu que, par exemple, pour servir des hamburgers au McDo, il fallait 5 jours de formation. Donc voilà. Ah oui, s'occuper des enfants, ça nécessite moins de formation que de servir des hamburgers. Ça, c'est vrai, mais vous savez, le hamburger, c'est difficile, hein, Maxime Repère. Le hamburger, c'est... Ah oui, d'accord, oui, 5 jours pour le hamburger, 4 jours pour l'enseignement, c'est bien, oui, c'est intéressant. Et alors, oui, mais alors, justement, juste avant de donner la parole au professeur René Chiche, de quoi ça vient pour vous? Comment on en est arrivé à cette espèce, je sais pas, c'est plus que de la pénurie, je sais pas, c'est le grand vide. Bien, écoutez, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Oui. Les syndicats ont alerté depuis des années le ministère, y compris d'ailleurs durant la crise Covid, sur justement le manque d'anticipation et, j'allais dire, la perte d'attractivité constante du métier. En l'espace de 20 ans, pour vous donner un ordre d'idée, on est passé de 50 000 candidats au CAPES dans les années 2000. Oui. D'accord. 20 ans plus tard, on est tombé à 20 000. C'est-à-dire une diminution de 60% des candidats se présentant au concours. Alors, il est vrai qu'on est passé d'un recrutement de Bac+3 à Bac+5, mais comment voulez-vous rendre le métier attractif quand on voit les conditions dans lesquelles nous évoluons? Alors, on va parler de ces conditions-là, et c'est vrai que le chiffre est assez vertigineux. René Chiche, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un livre brillant 2 sur la désinstruction nationale, justement, et je voudrais vous poser un peu la même question au départ de ce qui nous a, nous, qui ont quitté l'école depuis longtemps, nous a frappé cette espèce d'aller, viens chez moi, tu vas avoir un petit emploi intéressant en 4 jours, et puis il y a plus personne, mais on va se débrouiller. Enfin, cette espèce de sentiment de débrouille, et cette espèce de sentiment de débrouille permanente et de mauvaise débrouille. René Chiche. Oui, on est en train de gérer une pénurie, mais cette pénurie, cela vient d'être dit par mon collègue, cette pénurie, elle a été organisée. Je ne vais pas dire qu'elle a été voulue, parce que je ne veux pas passer pour complotiste et je ne fais pas de procès d'intention. Mais en tout cas, elle a été savamment organisée pendant des années. Il faut également souligner que ça ne touche pas que la France. Cette question de la difficulté de recruter dans les métiers de l'enseignement concerne pratiquement tous les pays de l'OCDE. Et donc, ça signifie qu'il y a un problème de fond. Et tant que ce problème de fond n'est pas posé clairement, on n'a absolument aucune chance de le résoudre. Vous vous souvenez, André, que vous m'avez donné la parole au moment de la nomination du nouveau ministre, Pape-Diaye, vis-à-vis duquel j'avais un préjugé, un a priori très favorable. Et oui, je vous avais dit, écoutez, quand je l'aurai rencontré, je vous dirai ce que j'en pense vraiment. Je l'ai rencontré.
Et il m'a donné exactement la même impression qu'il donne à tout le monde, c'est-à-dire que le vrai ministre de l'Éducation nationale se trouve à l'Élysée. Ah oui. Et que, comme pour tous les postes, quoi. Comme pour tout. Sans doute, comme beaucoup. Voilà. Le problème, c'est que celui qui est à l'Élysée dit absolument tout et son contraire, dit absolument n'importe quoi, comme on l'a pu le voir lors de sa conférence stupéfiante, ahurissante, devant un parterre de recteurs aux ordres, et complètement sidéré d'entendre que les projets d'établissement n'existaient pas, alors que c'est une chose qui existe depuis 30 ans, et choses de ce genre. Mais par rapport à un autre sujet, il a dit quelque chose de beaucoup plus grave, qui est que, selon lui, le problème vient précisément de ce que vous avez noté, de ce qui a été noté, relevé il y a un instant par Maxime, à savoir que nos enseignants ont une formation à Bac+5. Mais enfin, qui veut-on mettre devant les élèves? N'importe qui? Des bacheliers? Moi, je vous ai déjà alerté plusieurs fois sur le niveau du baccalauréat, mais le président de la République a assumé devant des recteurs qui n'ont rien dit, qui ne se sont même pas levés, qui n'ont même pas manifesté la moindre désapprobation, qu'il fallait désormais concevoir des formations des enseignants à partir du bac. Donc, moi, je suis désolé, quand j'entends parler, même le mot formation me hérisse le poil. Je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai 35 ans d'ancienneté, enfin, j'exagère un peu, une trentaine, voilà, oui, mais d'ancienneté. D'ancienneté, oui, bien sûr. Et je l'apprends encore à cette rentrée 2022. Enseigner, ce n'est pas cesser d'apprendre. Donc, qu'on arrête de dire qu'on forme des enseignants, ce n'est pas vrai. En revanche, les enseignants, il faut bien les choisir. Ça, c'est essentiel. Il faut bien les choisir et ils sont jusqu'à présent choisis avec des règles qui sont des règles très anciennes et il ne faut pas tout bouleverser. Ces règles, c'est les compétences académiques, les compétences disciplinaires qui sont validées dans des concours de haut niveau. On va en parler. Voilà, ces concours, on les saccage. Alors justement, on va parler de la destruction, parce que c'est des instructions et destruction. Après une toute petite pause, à tout de suite. On revient dans quelques instants pour notre face-à-face du jour au sujet de cette rentrée fortement marquée par une pénurie d'enseignants, une crise de vocation selon les propos d'Emmanuel Macron. Vous nous appelez au 0826 300 300. Si vous êtes enseignant, parent d'élèves, racontez-nous vos expériences. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et cette rentrée scolaire, évidemment, chaque année, on parle des problèmes de la rentrée, mais celle-là, avec les vacataires et l'annonce faite à tous ceux qu'ils veulent, quel que soit le diplôme, de venir se présenter en 4 jours de formation. Nous sommes avec René Chiche, professeur agrégé de philosophie, depuis 35 ans d'ancienneté, je rappelle. Maxime Repère, secrétaire national aux conditions de travail pour le SNALC. Alors, Maxime Repère, au fond, vous avez entendu aussi ce qu'a dit René Chiche par rapport... Alors, regardons, quels sont les critères? Crise de vocation, disait aussi Macron. Quelles sont les filières qui peinent à recruter? Est-ce qu'il y a quelque part les plateaux de la balance qui sont plus lourds que d'autres? Écoutez, il y a une crise des vocations, mais cette crise des vocations, j'ai envie de vous dire, elle est avant tout liée au peu d'attractivité que représente le métier. C'est-à-dire qu'avant... Alors pourquoi concrètement, pourquoi, avant il y avait les hussards noirs de la République, pourquoi on n'a plus envie d'être prof? Il y a une perte de sens au niveau du métier. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, parce que j'enseigne également, je suis professeur d'histoire-géographie, à plusieurs reprises, j'entends dans les collèges et lycées, si vous voulez, que nous ne sommes plus dans l'éducation nationale, mais nous sommes dans la garderie nationale. Et toutes les réformes qui ont touché notre système éducatif français ces dernières années ont eu pour objectif, enfin c'est du moins comme ça que nous étions nombreux à le ressentir, à niveler par le bas. Niveler par le bas. Voilà, c'est-à-dire que l'objectif, ça a été quelque part de minorer l'importance des diplômes que sont le brevet et le bac, avec toujours plus de volonté d'afficher des taux de réussite extrêmement élevés. Donc,
il y a deux cas de figure. Soit les réformes ont vocation à tirer les élèves vers le haut, soit elles ont vocation à tirer les élèves vers le bas. Et dans ce cas de figure, eh bien, on a une vitrine avec des chiffres magnifiques pour dire voilà, tout se passe bien. Sauf que dans la réalité, il y a ce problème donc lié aux réformes. Il y a bien sûr la question de la rémunération, puisque je précise que aujourd'hui, un enseignant Bac+5 qui commence son métier touche 1,2 fois le SMIC. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, elle est liée aux conditions de travail qui sont, j'allais dire, parfois extrêmement ahurissantes. Je vais simplement vous donner un exemple pour que vous puissiez voir à quel point ce qui se passe dans l'éducation nationale peut être des fois déconnecté de ce que l'on trouve dans d'autres fonctions publiques ou alors dans le privé. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Nous avons 1 million de personnel. D'accord, à peu près. 1 million. Vous avez, pour 1 million, en 2019, vous aviez 87 médecins de prévention pour 1 million de personnel. D'accord, 87, c'est pas énorme. 87, voilà. Dans le corps des vétérinaires des armées, vous avez 70 officiers, plus les vétérinaires conventionnés pour s'occuper des bêtes au niveau des armées. Proportionnellement, vous avez bien plus de médecins pour les bêtes que vous n'avez de médecins pour les personnels de l'éducation nationale. Premier mépris. Deuxième mépris, toujours en lien avec cette question de la santé des personnels, vous n'avez qu'une seule visite médicale obligatoire au cours de votre année, au cours de votre métier, pardon, et c'est au moment de votre entrée dans le métier. Attendez, ensuite, une seule visite médicale obligatoire, unique au cours du métier. C'est-à-dire après, vous décidez, mais pas par an, vous voulez dire, pas par an. Ah non, mais vous savez comme moi que dans le privé, dans d'autres administrations, vous avez une visite médicale, j'allais dire, régulière. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est la moindre des choses. Eh bien, écoutez, dans l'éducation nationale, nous n'avons pas ça. Une seule visite médicale obligatoire, après, plus rien. D'accord. Donc, on ne prend pas soin des personnels, on ne les reconnaît pas, et en fait, on est en train d'assister à un naufrage du service public, plus spécifiquement de l'école, mais je vous rassure, l'école n'est pas le seul service public impacté, mais je parle de ce que je connais. L'école, oui, bien sûr. Voilà, donc, mais on assiste vraiment à ce naufrage où on fait fonctionner l'éducation nationale comme une entreprise, ce qu'elle n'est pas. C'est avant tout un service public. Oui, ça, et c'est vrai. Excusez-moi de vous couper, nous devons un enseignement de qualité à l'ensemble des Français. En tout cas, les enfants ont droit de la dignité, pardon. Tout à fait. Non, en tout cas, c'est l'histoire que l'école n'est pas une entreprise est reprise par beaucoup de monde et effectivement, ça me paraît frapper au coin du bon sens déjà. René Chiche, est-ce que est-ce que c'est ce niveau qui a baissé? Alors, on l'a dit, on l'a redit, vous l'avez redit vous-même, bien sûr, et dans vos livres et chez nous et ailleurs. Mais on a l'impression que c'est une antienne qui revient, qu'à chaque fois, vous avez parlé qu'un ministre qui chasse l'autre et on retrouve effectivement la même chose. Est-ce que c'est un cercle vicieux et plus que vicieux aujourd'hui, un cercle, je dirais presque en soins palliatifs? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et moi, je vais d'abord vous dire quelque chose. Je commence à en avoir assez que dès qu'on donne la parole à des professeurs, ceux-ci se plaignent. Parce que effectivement, l'image qu'on renvoie à l'opinion, elle est pas très positive. Moi, bien entendu, je souscris à tout ce qui a été dit. On pourrait passer toute la journée à faire la description de tout ce qui va mal dans l'éducation nationale, mais il y a aussi d'abord quelque chose qui fonctionne toujours, c'est le feu sacré. Moi, je constate que malgré la résignation, parce que ce que mon collègue a cité, ce sont des exemples qui sont tirés de la gestion de l'éducation nationale par des personnes qui sont incompétentes. Je le dis, je le répète, je l'assume à votre antenne, publiquement et partout, y compris au Conseil supérieur de l'éducation. Ces gens-là, qui administrent l'éducation, sont incompétents. Nous le voyons maintenant.
nous ne pouvons plus nous voiler la face par rapport à ça, mais il faut quand même le dire et en tirer les conséquences. Parce que tous ces ministres qui sont passés ne rendent jamais aucun compte. Une fois qu'ils ont quitté la rue de Grenelle, on n'entend plus parler d'eux. Sauf que les problèmes, c'est le suivant qui les a et il n'est pas plus compétent pour les régler. Et les enseignants heureusement, nous avons encore le feu sacré quand nous sommes devant nos élèves. Tout change, on oublie tout. Et je crois que c'est dans cette tension, dans cette contradiction que réside une grande partie du problème, parce que ces gens-là savent bien qu'on ne va pas pénaliser nos élèves par rapport à ce qu'ils nous font subir. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, les grèves de professeurs échouent, parce que la seule arme qu'ils avaient, qui aurait pu faire basculer parfois certaines réformes, eh bien, ça aurait été de refuser de corriger en masse le baccalauréat, à l'époque où il existait un baccalauréat. Mais on a toujours pensé qu'on ne voulait pas de mire aux élèves, etc. Donc, moi, je voudrais quand même modérer un peu les choses, parce que, voyez-vous, vous avez posé une question très importante qui est est-ce que cette pénurie, elle affecte toutes les disciplines, elle affecte tous les niveaux, elle affecte tous les secteurs? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous n'avez pas de pénurie d'enseignants, par exemple, dans l'académie de Reims, dans les Ardennes. Pourquoi? Évidemment, parce que les gens peuvent s'y loger, peuvent y vivre convenablement. Quand on regarde de près, dans les chiffres, alors il y a deux chiffres importants. Le premier, c'est qu'il nous manquait 4000 enseignants à l'issue des concours de recrutement du printemps. Et parfois, surtout dans les académies d'Île-de-France, l'académie de Créteil, celle de Versailles, dans le concours de recrutement des professeurs des écoles. Mais effectivement, mon collègue l'a rappelé, quand on met en rapport le traitement des enseignants et le coût du logement dans ces endroits-là, il est tout à fait normal de ne pas trouver des enseignants. Alors moi, j'ai une proposition très simple, mon syndicat a une proposition très simple, mais très simple, qui est la création enfin d'une véritable indemnité de logement. Il faut qu'on se mettre en face de la réalité. Au lieu de créer des REP+, des machins, vous savez que parfois on crée un établissement, une école REP+, dans la rue d'à côté, ce sont pourtant les mêmes élèves, l'autre école ne bénéficie pas du même label, et ce sont les mêmes conditions. Bon, ça marche pas. Il faut arrêter, ça marche pas. En tout cas, en revanche, retenir indemnité de logement, c'est très important. On va continuer à en parler avec très important. Avec les auditeurs de Sud Radio. Après ceci, à tout de suite, c'est passionnant parce qu'on voit les choses, mais il est temps aussi de les changer, comme disait un certain Karl. On poursuit le face-à-face du jour sur une rentrée scolaire en demi-teinte avec nos deux invités et vos avis, vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, il y a une situation quand même extrêmement, je dirais plus que grave, plus que préoccupante, parce que on sait très bien, on va pas dire, mais on connaît l'importance, l'essentiel, l'éducation. On va pas revenir sur tendez vos rouges tabliers avec les clichés, mais quand même c'est fondamental. Et d'un autre côté, c'est vrai, René Chiche le rappelle, Maxime Repère parle de la situation, René Chiche rappelle effectivement le feu sacré. Et c'est vrai que quand on est enseignant, et on en a tous connu, et on en connaît encore, ils sont complètement dédiés, presque tous. Maxime Repère, au fond, est-ce que, comme d'habitude, et puisque cette situation, elle existe depuis des décennies, vous l'avez dit tous les deux, est-ce que au fond, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un ou quelques-uns au pouvoir? Est-ce qu'il y a, en fait, je vais le dire autrement et plus clairement, est-ce qu'il y a une bureaucratie à l'éducation nationale qui, en fait, préfère rester sur ses privilèges ou sur ses fauteuils, même s'ils ne sont pas de soi, et surtout, on ne bouge rien, on ne fait rien et on fait des choses à la marge? Ou bien ce sont, et aussi, peut-être en même temps, les politiques qui vise à ne pas faire trop de bruit, trop de remuer et pas de vagues. C'est quoi? C'est une alliance d'une résignation, d'une espèce de cynisme résigné ou pas? Écoutez, très simple. La situation actuelle, elle n'est pas liée à un ministre, elle n'est pas liée à un président. Cette politique éducative,
qui affaiblit de plus en plus le système éducatif français, Oui. elle existe depuis des dizaines d'années, Oui. depuis au minimum 30 ans. Donc c'est pas quelque chose de nouveau en soi. Simplement, on se rend compte qu'à chaque rentrée, ça devient de plus en plus visible. Ouais. Donc il faudrait, j'allais dire, reconsidérer l'école, son rôle, son fonctionnement, qui ne doit pas être celui d'une entreprise avec des rendements, parce que les enfants ne sont pas des marchandises. Et puis, d'un autre côté, il faudrait revaloriser le métier d'enseignant. Alors, bien sûr, on a parlé d'argent tout à l'heure, j'ai évoqué des chiffres. L'argent ne fait pas tout. Non, Mais certes. c'est quand même, si vous voulez, une reconnaissance économique légitime et qui, quelque part, est attachée à l'image du métier. Parce que ce n'est un secret pour personne. Vous écoutez n'importe quel média, vous regardez n'importe quel reportage, il est dit que les enseignants, voilà, que la paye des enseignants, c'est pas quelque chose de mirobolant. Non, c'est clair. Donc, voilà, il y a ce souci-là, mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Je pense que c'est vraiment la question que nous sommes en droit de nous poser. Et pourquoi la situation, j'allais dire, elle empire? Les politiques, quels qu'ils soient, qui ont mené cette politique éducative, n'ont pas cherché, je pense, à se poser cette question et à essayer vraiment d'œuvrer pour le bien-être et des personnels et des élèves. Parce que le système fonctionne comme une vitrine. Vous savez, j'ai très souvent coutume de dire que tous les dispositifs qui existent au niveau de l'éducation nationale n'ont pas vocation à être performants, mais simplement vocation à exister. Et c'est quelque part ce qui se passe. On le voit, on parlait de la pénurie des profs, on peut aussi parler des défaillances dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap avec les AESH, par exemple. Oui, non, Voilà, il y a une foultitude de problèmes, on est d'accord là-dessus. Moi, ce qui me... Oui, absolument. Mais ce qui me fascine, et en fait aussi René Chiche et vous-même, c'est en fait, comment vous dire, on a l'impression qu'aujourd'hui, je reviens moi à cette histoire d'évaluation, on va pas parler d'autonomie, on en a parlé déjà, etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, sans faire de l'entreprise, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à avoir un système d'émulation au sens le plus sain du terme chez les gens qui sont motivés, c'est-à-dire, alors je vais poser les pires, récompenser les plus motivés, les récompenser que ce soit matériellement ou autre, et peut-être non pas sanctionner les autres. Mais enfin, vous savez, on n'est pas égaux, c'est pas les Playmobil, ni les profs, ni autres. Pourquoi il n'y a pas voilà. Oui, vous savez, pardon. Ah, pardon. Ouais. Non, l'école républicaine est quand même fondée sur des principes. On ne peut pas les balayer comme ça d'un revers de main sous prétexte qu'on est en face d'une situation catastrophique qu'on a laissé se dégrader à un point tel que maintenant on imagine tout et n'importe quoi pour en sortir, alors que ça va ne faire qu'aggraver les choses. Moi, quand j'entends le ministre avec sa voix monocorde et son manque total de crédibilité, oui, ça je dois dire. Prononcer l'expression de choc d'attractivité, excusez-moi, mais je me marre pour ne pas pleurer. Ouais. Non, ce qu'il faut, c'est retrouver une ambition. Mon collègue a parlé tout à l'heure de la crise de sens. Moi personnellement, en tant que professeur, le sens de ce que je fais, il me pose aucun problème. J'en ai une conception très claire. Mais vous, René Chiche, mais peut-être pas d'autres. Attendez. Oui. Non, si d'autres. Quand on est devant les élèves, on sait parfaitement ce qu'on a à faire et il n'y a pas de problème au niveau du sens. En revanche, c'est une crise de sens par rapport à d'abord toute la société vis-à-vis de l'école. Nous sommes en train de parler de quoi là? Nous sommes en train de parler de la formation, de la transmission du savoir, d'un héritage aux jeunes gens. La règle de base d'une société pour qu'elle persévère dans son existence, c'est que on transmette aux générations suivantes au moins autant, je dis bien au moins autant, que ce qu'on a reçu. Or, nous sommes entrés dans un temps qui dure déjà, effectivement, depuis quelques décennies, où on prive,
petit à petit, alors ça se voit pas au début, c'est presque indolore, mais on prive chaque année les nouvelles générations de ce que nous-mêmes avons reçu quand nous étions à l'école. On diminue les heures d'enseignement, on les remplace par n'importe quoi, on saccage les programmes, et je suis désolé, on ne devrait pas toucher les programmes. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se permettent d'arriver et de dire on va refaire les programmes? Mais d'où ils parlent? On a passé en fait, les programmes scolaires, c'est le résultat de millénaires d'évolution. De siècles et de siècles, vous avez raison. De siècles, d'une tradition longue, fragile, et le premier venu se pointe et prétend refonder l'école. Je reprends là l'expression qui a été utilisée à un moment donné par un ministre, Vincent Peillon, pour faire une loi de refondation. Vous voyez le résultat 10 ans après? Bon, alors soyons sérieux. Je pense qu'il faut avouer que les politiques sont devenus incapables, complètement incapables, de s'occuper de l'école. Quand j'en entendrai un avec un discours sur l'école, parfois j'entends quelques petites choses ça et là, mais c'est vraiment très rare. Donc il faut en revanche, allez-y. Permettez-moi d'ajouter qu'il n'y a pas que les politiques qui sont responsables. Nous sommes tous les deux, Maxime Reppert et moi-même, des représentants d'organisations syndicales. Lui d'un syndicat qui a 100 ans d'âge, moi d'un syndicat qui a 10 ans d'âge. Mais le bilan que nous déplorons actuellement, il est aussi celui des représentants des enseignants, ou plus exactement des organisations qui ont confisqué la parole de ceux du terrain. Parce que ce que je dis, je suis à peu près persuadé que 80% des enseignants le disent aussi, à savoir que nous sommes partagés entre l'amour que nous avons de ce métier et puis le dégoût que nous avons vis-à-vis de notre hiérarchie, de notre institution qui perd complètement ses repères et qui nous met des bâtons dans les roues chaque année un peu plus. Alors Maxime Reppert, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de René Chiche? Non, sur les syndicats, non. Alors, il y a un pluralisme syndical. Ce qui est une chance, il faut pas le nier, avec des conceptions, des idées, des choses qui peuvent être différentes de l'un à l'autre. Je pense pas qu'il faille mettre tout le monde dans le même panier. Il faut dire les choses très clairement. Vous avez des collègues qui sont sur le terrain, qui représentent bien les collègues. Vous avez des personnes qui nous contactent très régulièrement, qu'elles soient adhérentes ou non adhérentes. Nous œuvrons pour justement, défendre leurs droits. Alors peut-être que effectivement il y a un manque évident au niveau des politiques, une défaillance dans le devoir justement de proposer un enseignement de qualité, mais je ne pense pas qu'il faille pointer du doigt les syndicats dans leur globalité, ou alors bien sûr que si. je trouve que c'est un petit peu binaire de se limiter à cela. Voilà. On va en reparler juste après ceci avec les auditeurs. C'est absolument, encore une fois, passionnant. Vous deux, à tout de suite. On reprend après une toute petite pause. On revient tout de suite pour vos questions, vos témoignages que vous pouvez exprimer au 0826 300 300. Comment s'est passée votre rentrée si vous êtes professeur, celle de vos enfants si vous êtes parents d'élèves. On en parle avec nos deux invités du jour dans le face-à-face. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Voilà, nos auditeurs sont là. Absolument, nous avons Claude qui nous appelle de Puy-d'Arieux. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bonjour, M. Bakov. Bonjour. Alors, comme c'est moitié voyage, je trouve ça dommage qu'on vous enlève une demi-heure des... Voilà, mais bon, je trouve ça même scandaleux. Pour revenir pour moitié voyage pour l'éducation nationale, j'en ai plein en fait, mais j'ai 2 enfants, un qui a passé avec S, qui l'a eu, hein, donc c'est génial, en mi-temps première, en mi-temps terminale. Donc l'histoire est en monde du rêve, ils te l'ont donné, mais voilà, c'est une formation pro en alternance. Non, j'ai le prof de maths. Et dès qu'il est rentré, 3 semaines après, il dit papa, t'as raison. Je suis totalement largué. Ils m'ont vendu du rêve, j'avais pas les capacités. Parce qu'il m'achetait pas, voilà, c'est tout. Mais on lui a vendu du rêve. Mon deuxième, il arrive. Il était à mi-temps à l'école. Première, il a carton. Je rencontre le prof principal. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce qu'on fait pour son projet professionnel? Un second lycée, un autre lycée. Hein.
Ben, il me dit, on va l'amener au bac. Et je lui dis, mais pourquoi faire, monsieur? Pourquoi au bac? Je veux dire, là, voilà, il n'est pas du tout adapté par rapport à ça. Il faut l'orienter, faire quelque chose. Donc, vous voyez, c'est totalement délirant. À un moment, j'ai fait un boulot différent et j'ai été prof en lycée professionnel. Lycée professionnel, oui. Donc en génie climatique. Et les profs de TV, ils ont divisé par 2 les temps d'atelier. J'avais un moment des élèves, ils ne savaient pas faire donc un rapport à 10% d'un maîtrise. On leur apprenait des équations à 2 inconnus. C'est totalement délirant. J'ai un collègue qui est parti en formation prof à Versailles. Il dit, Claude, ils sont totalement délirants. Ils savent au niveau des élèves qu'on a concrètement. On est complètement, et plus on demande aux profs de remplir, et c'est totalement délirant quand vous voyez les dossiers de nos enfants. Ils sont hyper détaillés, et plus on détaille ça, moins ils ont de cours. Il y a 20, 30 ans, on avait des gens qui avaient des vrais diplômes qui correspondent à quelque chose, et là, on n'a plus rien. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau des profs, c'est au niveau des directeurs, c'est au niveau des CPE, c'est au niveau du ministère. Il faut tout reprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'en fout qui a fait quoi? On s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour demain? Il faut tout reprendre. Et voilà, alors vos discours qui sont par rapport aux invités, c'est bien joli, mais il y a énormément de vent là-dedans, c'est du vent. Concrètement, c'est du vent. Alors écoutez, je ne sais pas si c'est du vent, je crois on ne peut pas dire que ce soit du vent. Maintenant, c'est difficile à savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est très bien. Mais juste un mot, c'est très bien, mais quoi, justement? Par exemple, juste Maxime Repère, il y a Jean qui enseigne avec depuis 40 ans près de Dijon. Il dit on apprend de moins en moins, les heures ont fondu jusqu'en 1974. Depuis 1974, pardon, pas jusqu'en. Et qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez entendu ce parent d'élève. Il dit, on s'oriente quoi? Au faciès, à la carte? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Ce que ce parent d'élève vient d'évoquer, ce n'est ni plus ni moins que ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le nivellement par le bas. Quand je parlais de perte de sens, c'est effectivement, on rajoute des tâches, des missions, ce qui fait que l'enseignant enseigne de moins en moins. On est vraiment sur une culture de la vitrine, sur une culture du chiffre. Donc à un moment donné, il faudra non plus, s'attarder sur la forme, mais vraiment sur le fond. C'est-à-dire, quelle qualité d'enseignement on va donner aux enfants et qu'on arrête de mentir aux parents en leur faisant miroiter telle ou telle chose. Et je pense notamment à la question de l'inclusion, où on a sciemment menti aux parents en leur faisant miroiter des choses merveilleuses pour leurs enfants qui avaient besoin d'aménagement, et qui au final se sont retrouvés sans rien, ou avec trop peu de choses. Et au fond, mais alors justement, René Chiche, au fond on arrive, alors, et notre auditeur disait oui c'est du vent, mais au fond on se retrouve, et d'ailleurs c'est vrai dans d'autres domaines que celui de l'éducation nationale, on se retrouve en disant bon il faut faire des choses, etc. On l'a vu là, sur les centrales nucléaires, c'est fabuleux, mais enfin, d'un autre sujet qu'on a traité, qu'on retraitera. Mais au fond on se dit, quelque part, comment va faire? Vous avez évoqué une mesure concrète qui était la proximité, effectivement, entre l'établissement et l'habitation. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est, franchement, une question de colonne vertébrale que des gens prennent à bras le corps et disent, écoutez, il y a un certain nombre de choses, on ne peut plus continuer comme ça, on arrête, quitte à provoquer, et peut-être des grèves, peut-être des mouvements, mais enfin... Quand même, tout le monde est d'accord pour ce diagnostic que vous donnez. Et en même temps, pratiquement rien ne bouge. Est-ce qu'il ne faut pas une insurrection? Il est évident que si quelqu'un qui est nommé ministre ou vient avec des solutions qui de gauche, qui de droite, qui ne plairont pas à tout le monde, ça va provoquer une contestation. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut partir d'un diagnostic qui est fondé sur le réel et qui, lui, est incontestable et qui est partagé. Votre auditeur, à l'instant, disait quelque chose d'intéressant. En fait, il illustrait ce que me disait mon collègue tout à l'heure sur la perte de sens, mais la perte de sens la perte de repère au niveau de l'institution tout entière. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple très concret, le baccalauréat. C'est pas le problème du baccalauréat, c'est pas qu'on le donne à tout le monde et finalement en mentant sur le niveau réel des élèves. C'est aussi et d'abord que il n'a plus son objet initial. Son objet initial, le baccalauréat, c'est le premier grade de l'enseignement supérieur. Il est donc une sorte de moyen de première marche pour poursuivre des études longues.
Si j'interroge aujourd'hui, moi j'enseigne en classe de terminale, si j'interroge mes élèves tous les ans, je constate qu'il y a une proportion assez importante, voire très importante, parfois c'est la majorité, d'élèves qui sont allés jusqu'en terminale pour obtenir le baccalauréat parce qu'on leur avait dit qu'il fallait le baccalauréat, mais qui ne veulent pas faire des études longues. Donc, ça, c'est quelque chose de très concret et de très difficile, parce que c'est l'ensemble, finalement, de la pression sociale sur l'école dont on est en train de faire les frais. Pression complètement contradictoire. On demande la réussite. Mais la réussite, ça veut dire quoi dans l'esprit des gens? Ça veut dire que tout le monde devient avocat ou médecin? Non, c'est pas possible. Est-ce que la réussite, c'est la réussite financière? Mais dans ce cas-là, c'est pas le rôle de l'école. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Et je pense que si un ministre de la taille d'un Condorcet, parce qu'effectivement, il faut refonder l'école, et il nous faut quelqu'un qui soit à la hauteur, qui ait l'ambition de remettre l'école républicaine. Et le courage et la volonté. Et la lucidité, et des solutions innovantes. Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la voie professionnelle. Pourquoi, dans ce pays, la formation professionnelle est-elle associée, dans la mentalité collective, à une voie d'échec? Et pourquoi la réserve-t-on également à des formations manuelles? Je conçois tout à fait la possibilité de faire dès le collège une filière professionnelle dans des secteurs attractifs et qui intéressent les jeunes, plutôt que d'avoir en terminale une majorité d'élèves quasiment illettrés qui veulent aller ensuite faire du STAPS parce que tout ce qu'ils aiment, c'est faire du sport. Pourquoi on ne fait pas une filière des métiers et techniques du sport professionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire, la voie professionnelle? Ça veut dire que lorsque vous êtes formé, vous êtes ensuite employable. Qu'est-ce que ça veut dire, le baccalauréat? Ça veut dire que lorsque vous l'obtenez, vous êtes parti pour 5 ans au moins d'études. D'études profondes. Il faut remettre les choses à leur place. Alors, Maxime Repère, vous aussi, vous avez, du point de vue, là, il y a René Chiche a donné quelques repères, en tout cas quelques pistes, si vous voulez. Vous avez, vous, une piste qui vous paraît, je ne dis pas urgente, toutes sont urgentes, qui vous paraît aussi essentielle ou importante? Écoutez, il y a 3 problèmes. Enfin, à minima, 3 problèmes. Il y a la question de l'orientation des élèves. Oui. Premier problème. Deuxième problème, l'enseignement. Troisième problème, et qui, du coup, pour moi est le plus urgent, c'est celui des conditions de travail des enseignants. Et plus largement des personnels de l'éducation nationale. Parce que je ne me limite pas aux enseignants, parce qu'une école, c'est également d'autres personnels. Voilà, il y a d'autres catégories. Donc, je pense que déjà, il faut redorer l'image du métier. Il faut que les gens aient envie, plutôt que de miser à chaque fois sur le feu sacré, parce que vous avez des gens qui ont envie, qui refusent, écoutez-moi bien, des gens qui refusent de se mettre en arrêt lorsqu'ils sont malades, parfois y compris gravement, parce qu'ils ont peur que leurs élèves n'aient aucun enseignant en face d'eux. Et ce sont des gens, je le dis, c'est héroïque. Ce sont des gens qui sacrifient leur santé. Et il y en a. Qui sacrifient leur santé. C'est le faux sacrifice aussi. Parce que le système éducatif, vous savez, ça fonctionne comme une bulle. Si vous n'avez pas d'enseignants autour de vous, dans votre famille, etc., ou dans vos amis proches, c'est assez lunaire d'imaginer ce qui peut vraiment se passer. Bien sûr. L'éducation nationale, elle provoque un isolement et un sentiment de culpabilisation extrêmement fort. On joue sur la fibre sensible des personnes, quitte à les négliger. On va reparler de tout ça avec vous deux, et merci vraiment à vous deux et à Maxime Repère et à René Chiche d'avoir en tout cas mis les mots MOTS sur les mots MAUX de cette éducation nationale si essentielle. Et nous, on se retrouve donc demain avec François Heuvet, auteur de Dieu à l'épreuve de la science, un livre qui vient de paraître et qui répond à Dieu, la science, l'épreuve. Un livre à grand succès de Michel-Yves Bolloré. Tout de suite, Brigitte Lahaie reçoit Alexandre Jardin qui publie Les Magiciens aux éditions Albin Michel. Ils parleront magiciens et surtout guides, des guides qui ont aidé à voir le monde et l'amour. Merci. Sud Radio.